Elon, what kind of crazy dream would persuade you to think of trying to take on the auto industry and build an all-electric car? Well, it goes back to when I was in university. I thought about what are the problems that are most likely to affect the future of the world, or future of humanity. Lui, c'est Elon Musk. Bon, j'imagine qu'à peu près tout le monde le connaît, PDG de Tesla, de SpaceX, il est à l'origine de plein d'entreprises focalisées sur les nouvelles technologies. Alors certains l'adorent, d'autres le détestent. Fuck you, Elon Musk. Mais en tout cas, il est omniprésent dans les médias pour nous parler des derniers trucs sur lesquels il travaille, ou plutôt sur lesquels ses employés travaillent, et nous vendre du rêve. Le rêve, c'est bien entendu les technologies du futur qui vont sortir très très bientôt et qui vont régler les problèmes de l'humanité, du genre le réchauffement climatique, les inégalités sociales, la démocratie, tout ça. En vérité, je suis Iron Man. Faut dire que les entreprises de la Silicon Valley, ce fameux hameau au sud de San Francisco bourré d'entreprises qui adorent le futur, se représentent souvent comme des sauveurs capables, grâce à leur invention, de transformer le monde. Uber se vante de pouvoir embaucher la Terre entière, Apple de faire une révolution à chaque sortie d'iPhone, SpaceX de nous trouver une porte de sortie quand la planète explosera, on parle d'intelligence artificielle, de géo-ingénierie, de transhumanisme, bref c'est un peu la teuf, puisque tant qu'il y a des gens comme Elon, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Du coup, je me suis dit que ce serait bien d'interroger le progrès technologique pour voir comment ça se fait qu'on en soit arrivé là. Donc c'est parti pour un premier épisode pour comprendre d'où nous vient ce doux rêve d'un monde bercé par des flux de données numériques et des voix de robots intelligents. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si tous les grands esprits unissaient leurs efforts pour refaire le monde en mieux? Et s'ils arrivaient à faire des miracles? Pour répondre à cette question, il faut revenir plusieurs siècles en arrière et se plonger dans ce qui a façonné notre civilisation contemporaine, l'industrie. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Si la révolution industrielle se produit au XIXe siècle, on peut situer son point de départ à la fin du Moyen-Âge. C'est ce que le philosophe Pierre Musso appelle l'industriation, et on peut dire qu'elle naît avec la gestion du temps. C'est dans les monastères du XIIIe siècle, qui possédaient une horloge à poids, que s'amorce une répartition précise des activités humaines. Il y a un moment pour prier, un autre pour travailler et un dernier pour se reposer. La vie monastique est donc une lutte contre la paresse, dont les méthodes ont été prescrites par la règle de Saint Benoît, qui date du VIe siècle, visant à réévaluer le travail manuel et organiser la vie du monastère. La contemplation, qui était essentielle dans l'Antiquité, tend donc à s'effacer au profit du labeur. On veut vivre dans une société où il y a du travail. Du XVIIe au XVIIIe siècle, le monde occidental s'extrait progressivement d'une vision de l'humanité liée à un équilibre divin. C'est l'époque des Lumières qui s'inscrit dans la lignée des découvertes de Nicolas Copernic et des théories de Galilée, une période charnière et mouvementée à partir de laquelle la conception de l'humain change radicalement. En écartant la religion de la philosophie, les intellectuels de cette époque placent les hommes au centre de l'organisation du monde. Et seulement les hommes. Et blancs, et si t'as un peu de thunes, c'est mieux aussi. Ce n'est plus Dieu qui décide de ce qui se passe sur Terre, c'est nous qui nous autodéterminons. Nous ne faisons donc désormais plus partie de la nature. Notre environnement devient une ressource qui doit être exploitée, et la connaissance du monde passe par sa domestication. Salope! C'est donc le moment où le christianisme cesse de fournir des réponses aux questions existentielles pour laisser place à la raison humaine et la suprématie scientifique et technique. Pierre Musso souligne d'ailleurs le rôle presque divin du progrès technique en Europe. L'Orient était en avance sur l'Occident dans bien des domaines, y compris les sciences et les techniques. La Chine avait inventé la boussole, l'imprimerie et la poudre à canon, mais jusqu'au XXe siècle, elle n'a pas suivi le chemin de l'Europe vers l'industrialisation. Dans une lettre envoyée au roi d'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, l'empereur chinois lui dit « Nous n'avons pas besoin de toutes vos innovations, pour nous ce qui compte c'est la stabilité du monde. » Il y a un hiatus entre leur vision du monde fondée sur la contemplation et celle de l'Occident chrétien fondée sur la domination du monde dans la Genèse. Au XIXe, la révolution industrielle réalise en partie le rêve occidental. Les travailleurs pouvaient enfin être régulés par les cadences mécaniques et la division du travail, les usines étaient remplies d'ouvrières et d'ouvriers qui travaillaient entre 12 et 15 heures par jour, en échange du minimum vital. Les inégalités explosent, et on se demande alors comment il est possible qu'il y ait autant de misère dans un pays qui produit autant de richesses. On a d'ailleurs appelé cette contradiction la question sociale. La raison principale de ce bordel économique provient du fait que les classes populaires ont largement été dépossédées de la propriété de leur outil de travail. Car si les ouvriers et artisans pouvaient auparavant travailler chez eux avec leur propre matériel, le patronat impose de venir travailler à l'usine.
Le truc, c'est qu'on a à la fois un travail qui est divisé et rationalisé par les ingénieurs de l'époque, et dont la productivité est démultipliée par l'innovation technique, et en parallèle, une exploitation des classes populaires par les possédants qui ont tout intérêt à les payer le moins possible. La production industrielle défiant toute concurrence, il était très difficile pour les travailleurs et les travailleuses de gagner sa croûte autrement qu'en se rendant dans les usines. La science managériale et la technologie accompagnent ici une lutte des classes et avantagent nettement la bourgeoisie qui trouve à la fois un moyen d'augmenter la production, mais aussi une manière de soumettre les ouvriers à un rythme de travail défini par la machine. En gros, c'est la naissance du capitalisme. Et là, il faut un peu de contexte. Si le capitalisme devient le nouveau moteur du développement technique, il y a à ce moment de l'histoire deux courants de pensée contestataires qui vont structurer les mouvements de résistance par la suite. Il y a d'un côté ce que l'on appelle le socialisme scientifique, auquel on associe Marx et Engels, et qui défend l'avènement du communisme par la révolution. Il est d'usage de dire que le grand soir est un truc, si vous voulez, une espèce de fossile d'une pensée politique ensevelie. Et moi je ne crois pas, je crois pas du tout. De l'autre côté, on a le socialisme utopique, porté par des gens comme le comte de Saint-Simon ou Charles Fourier. Le socialisme utopique s'appuie sur une morale chrétienne et a pour stratégie non pas la révolution politique, mais l'implémentation et l'essaimage de communautés citoyennes. Je pense que c'est en piquetant comme ça progressivement la plaque d'argent du capitalisme, ou en tout cas en faisant émerger ces îlots sur l'océan généralisé du capital, que va commencer à se constituer quelque chose. Selon ses partisans, c'est la multiplication de groupes autonomes qui doit progressivement remplacer la société capitaliste, et l'un des piliers de cette doctrine, c'est sa croyance en la technologie pour construire une émancipation collective. Le socialisme utopique a ainsi largement participé à produire une fascination envers le développement technique, et donc à créer l'attente d'un basculement social avec l'arrivée de nouvelles inventions. On avait par exemple déjà à l'époque l'espérance que le travail disparaîtrait avec l'arrivée de machines plus sophistiquées. Ça n'a pas marché. Mais en même temps, on parle de la généralisation de la machine à vapeur, de la construction des grands réseaux de chemins de fer, de la maîtrise de l'électricité, c'est quand même pas rien. Un siècle plus tard, les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale mettent sérieusement en doute le développement techno-scientifique. Lorsqu'en août 1945, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki révèlent au monde la puissance destructrice du nucléaire, un certain nombre d'intellectuels prennent parti en faveur d'une régulation de la recherche qui doit être soumise au contrôle démocratique. C'est par exemple le cas d'Einstein, qui après avoir penché en faveur du développement de l'arme atomique par peur de l'Allemagne nazie, reviendra sur ses propos en militant pour un désarmement atomique mondial. Mais cette crise politique, qui remet en cause les capacités de coexistence des nations, va provoquer une fuite en avant dans la technique, puisque si la politique est incapable de dépasser le stade de la barbarie, alors il faut faire confiance aux machines. L'idée est donc de transférer le pouvoir de décision à des programmes dont la supposée neutralité et l'absence d'émotion permettraient de dépasser les conflits. Les humains sont une maladie contagieuse, le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Dans les années 50, Norbert Wiener, un brillant mathématicien américain, popularise la cybernétique. À l'origine, c'était des chercheurs, toutes disciplines confondues, qui exploraient les possibilités offertes par l'informatique alors balbutiante. Les processus informatiques avaient déjà une certaine capacité d'autonomie dans les tâches qu'ils pouvaient exercer et étaient en mesure de répondre à des signaux de leur environnement extérieur. La théorie cybernétique a alors cherché à définir les comportements humains en les comparant au fonctionnement d'un supercalculateur, des espèces d'énormes ordinateurs avec la capacité de calcul d'une Game Boy. En abordant l'humain et la machine comme deux systèmes qui s'autorégulent, elle adopta une vision anthropomorphique de l'ordinateur. Ceux-ci ne sont finalement pas si différents de nous, car ils sont en mesure de calculer, de trier et de produire de l'information. Le cerveau n'est plus le lieu où le moi et l'identité se forment de façon mystérieuse grâce à la mémoire et à la conscience. C'est une machine constituée de circuits, de boucles de contre-réaction et de nœuds de communication. Ces théories qui ont dit au fond, on peut considérer les machines, les hommes et les animaux comme autant de machines à communiquer, donc généraliser l'image de l'ordinateur à l'ensemble de l'univers. Alors forcément, vu comme ça, pas étonnant que l'on se sente proche de ces tas de ferraille. On ne voulait plus seulement utiliser des machines, on voulait qu'elles nous guident et qu'elles nous parlent. Ça fait 2880 marches, inspecteur. Sois gentil, s'il te plaît, Saunier, épargne-nous ce genre de conneries. Leur supposée objectivité apportée par le calcul devait leur permettre de prendre les meilleures décisions pour gérer la grande famille humaine. Le raisonnement logique qui s'ensuit est donc le suivant: si des principes biologiques étaient à l'œuvre dans les machines, pourquoi un physiologiste ne pourrait-il pas contribuer à la recherche liée aux ordinateurs? Et si l'information n'était autre que l'âme des automates ou des humains,
ne serait-il pas possible pour un ingénieur en mécanique de conduire des analyses critiques de la société ? C'est-à-dire ce que Wiener envisage comme révolution politique, sociale, technologique, c'est une révolution industrielle, une nouvelle révolution industrielle. C'est un moment important dans l'histoire des sciences, car la popularisation de la cybernétique permet de valider le discours des ingénieurs sur le champ social et de propager leur vision du monde. Pourtant, une ambiguïté persistait. Pour la plupart des gens à l'époque, l'informatique est un outil militaire et bureaucratique. Alors que l'on était en pleine guerre froide, nous entrions dans l'âge d'or d'IBM, une entreprise qui aurait pu faire le sujet d'un bouquin entier d'Orwell. This is IBM, freeing man's mind to shape the future. Avec la possession de 70% du marché des ordinateurs à l'échelle mondiale, IBM incarnait l'uniformisation du monde et le contrôle social. Elle contribue notamment à faire naître de nouvelles méthodes de management pour gérer les travailleurs. Ce que Peter Drucker a appelé la direction par objectif, c'est-à-dire on dit non, il ne faut pas interdire aux gens de penser pour qu'ils obéissent comme des esclaves décérébrés, il faut au contraire développer une emprise mentale pour qu'ils soient programmés, qu'ils atteignent les objectifs de l'organisation. Et c'est comme ça maintenant qu'il faut faire travailler les êtres humains. Et pour le faire, et pour pouvoir contrôler eux-mêmes leur activité, parce que chez Drucker c'était l'autocontrôle, il faut que les objectifs qui se fixent soient quantifiés, ce qui permettra de mesurer la réalisation de leur performance. C'est là qu'apparaît cette notion qui depuis a envahi tout le vocabulaire. C'est ce que l'on appelle le cybermanagement, une idéologie mercantile et autoritaire qui mélange théorie cybernétique, sciences de l'ingénieur et management pour construire un monde où le calcul remplace la délibération collective et où tous les aspects de notre vie doivent être évalués selon des critères de performance et de rentabilité. À la pointe du développement informatique, IBM était également en lien étroit avec la défense américaine, alors en pleine reconfiguration technologique. La guerre du Vietnam s'est avérée être un véritable terrain d'expérimentation pour faire la guerre à distance. Il y avait par exemple un projet du nom de Igloo White, dont le principe consiste à implémenter des capteurs et des relais électroniques sur le champ de bataille afin de collecter des renseignements sur les positions ennemies pour faire des bombardements plus précis. Voilà, bonne ambiance. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché la diffusion de tests cybernétiques qui allaient être reprises par une partie de la nouvelle génération pour concevoir une pensée qui se voulait à la fois optimiste et subversive. L'utopie numérique s'est construite pendant les années 60 dans l'Ouest américain. À l'époque, il y avait alors aux États-Unis deux mouvements de contestation. D'un côté, la nouvelle gauche, qui s'acharnait à inscrire sur les listes électorales des personnes privées du droit de vote, à former de nouveaux partis politiques et à manifester contre la guerre en Asie du Sud-Est, et de l'autre côté, il y avait la contre-culture, largement ancrée dans les milieux hippies, et cherchant davantage à s'extraire des structures politiques en créant des communautés relativement autonomes. Ces hippies reprenaient finalement les idéaux des socialistes utopiques, avec des pratiques et un langage nouveau, et les références religieuses, comme celle de la Terre promise ou de la communion de l'humanité, n'étaient pas rares. Alors que la nouvelle gauche campait sur une position très critique vis-à-vis de la technologie, la contre-culture l'a pris à bras-le-corps pour essayer d'en faire autre chose qu'un symbole d'aliénation, pour faire en sorte qu'elle nous enrichisse au lieu de nous asservir. Et c'est là que rentre en scène Stewart Brand. Stewart Brand est un jeune américain de 22 ans en 1960 et il est inquiet. Pourquoi ? Eh bien parce que Stewart Brand a peur de se prendre un missile atomique russe sur la tête. Car si ça peut paraître absurde aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque c'était le flip numéro 1 pour l'américain moyen, puisqu'on était alors au paroxysme de la guerre froide. Mais soudain, sans avertissement, l'Holocauste atomique. Mais par-dessus tout, Stewart Brand redoutait de devenir un de ces cols blancs qui peuplaient les énormes corporations telles qu'IBM et dans lesquelles il y voyait un écrasement de toute liberté individuelle. Les questions que se posait alors Stewart, comme à peu près n'importe qui à l'époque, c'était déjà comment éviter la destruction du monde, et ensuite, que faire pour proposer un modèle alternatif. Je pense que ça devrait parler à peu près tout le monde. Pour y répondre, Brand prend son sac à dos et part voyager une dizaine d'années. Il découvre alors qu'il y a dans les communautés hippies beaucoup de gens adeptes de théories cybernétiques souvent farfelues, pour qui la technologie possède un caractère mystique. Les possibilités ouvertes par le développement fulgurant de l'informatique avaient conféré à l'ordinateur une aura spirituelle. Un peu comme le LSD, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit. Mais comment vous faites? C'est rien, on a mis un programme spécial. Un programme d'ordinateur? Ah oui, mais nous, on n'en a plus d'ordinateur, nous, on sert de notre cerveau, c'est plus pratique. Ces hippies technophiles pensaient que les conflits d'intérêts et les discriminations seraient effacés par l'anonymat et la magie du virtuel. En vrai, leur idée ne paraissait pas si bête, ils se disaient que des gens qui communiquent entre eux ne se tirent pas dessus. Si tous les terriens se connectaient les uns aux autres, l'on aurait pu se rendre compte que l'on n'était finalement pas si différents, et que même les Russes pouvaient avoir un petit cœur qui bat.
En 1966, Stewart Brand demande d'ailleurs à la NASA de produire une photo satellite de la Terre vue de l'espace, afin que l'humanité puisse se rendre compte de son unité et de sa fragilité. Car si l'informatique était reliée à la guerre et au contrôle, pour le jeune Stewart, elle pouvait aussi, comme l'imaginait Weiner, offrir un moyen de pacifier les rapports humains en s'appuyant sur la structure des ordinateurs et la mise en réseau de l'information. Pour lui, si l'ordre social de la technocratie menaçait l'espèce humaine d'une éradication nucléaire et les jeunes individus de fragmentation psychique, les technologies de médias produites par ce même ordre social rendaient possible une transformation collective et individuelle. En 1968, Brand publia la première édition du Whole Earth Catalogue, littéralement le catalogue de la Terre entière, un truc fourre-tout qui proposait aussi bien des outils de bricolage, des reportages sur des anecdotes scientifiques et des recommandations de livres dans un esprit do-it-yourself. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Ce fut l'un des lieux emblématiques où la contre-culture fusionna avec la culture technologique pour construire les bases d'une nouvelle organisation, conçue en réseau, favorisant l'esprit d'entreprise et centrée sur la technologie. La deuxième moitié des années 70 marqua un tournant important puisque ce fut la désillusion pour beaucoup d'adeptes de la contre-culture. La plupart ayant tenté l'autosuffisance en revenaient frustrés et parfois traumatisés par l'expérience de la vie en communauté. Je me sens plus d'affinité avec des gens un peu plus joyeux et qui font un peu moins la gueule. Je préfère l'équipe des Rouges. Très bien. En souhaitant fuir les structures politiques, les rapports de force se jouaient bien souvent au charisme et aux stratégies personnelles. Il n'était pas rare que la communauté se transforme en secte à la merci de gourous ou de petits dictateurs en puissance. We live together in the Spawn Ranch. These people are friends and they have this utopian lifestyle. So he starts telling me and he's romanticizing it. I said, cool, it sounds good. Maybe one day I'll come up and visit you guys. And he says, I don't think that's good. Charlie, you know, is kind of racist. I said, so why are you hanging out with a bigot? And he says, well, I better go because Charlie's gonna be upset if he knows that I came by to visit you. Ça n'a pas marché. Il fallait donc trouver un mode de vie moins difficile, mais qui réponde malgré tout à la philosophie de la contre-culture. Une nouvelle question se posait alors, comment revenir vers la société après avoir rejeté son mode de fonctionnement? C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, la guitare, les troubadours, tout ça c'est fini. Non merci, j'ai les miennes. À l'aise avec les outils informatiques, nos malheureux hippies étaient cependant en mesure de répondre aux attentes des entreprises de la Silicon Valley. C'est donc à l'intérieur du monde des affaires qu'ils cherchèrent un moyen de renouveler l'organisation du travail. Ce bon vieux Stewart avait lui-même converti les sous-sols et bureaux administratifs dans lesquels il travaillait en lieux d'expérimentation technologique à partir desquels il espérait changer la société. Les hippies se transformèrent ainsi en hackers, dont la stratégie consistait davantage à modifier le rapport à l'entreprise plutôt qu'à s'en extraire. L'esprit bricoleur et flower power de la contre-culture américaine finit ainsi par rencontrer le libéralisme économique qui était déjà inscrit dans les gènes du mouvement. La peur d'un état totalitaire et du communisme dévoyé de l'URSS les conforta dans la célébration du marché, car même si la crainte de Big Brother n'avait pas disparu, les couleurs chaudes de l'utopie technologique estompaient facilement ces inquiétudes. La pub d'Apple de 1984, réalisée par Ridley Scott et faisant référence au bouquin d'Orwell, montre d'ailleurs que la nouvelle vague d'entrepreneurs se perçoit comme un rempart face à la bureaucratie et la verticalité hiérarchique de l'ancien monde, alors toujours symbolisé par IBM. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Quant à notre cher Stewart, il crée en 1988 le Global Business Network, littéralement le réseau d'affaires mondial, dont le but est de mettre au point de nouvelles stratégies commerciales à l'heure de la mondialisation et de la démocratisation des réseaux de communication. Finalement, le parcours de Stewart Brand illustre le passage d'une culture marginalisée et revendicative, à base de cheveux longs et de drogues hallucinogènes, à un véritable renouvellement du modèle économique américain, désormais mondialisé. C'est ce qui fait que la Silicon Valley, et plus généralement les entreprises du numérique, ont encore aujourd'hui cette image de rebelle par rapport au bon vieux capitalisme à papa. Parce que vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques. En tout cas, l'arrivée d'ordinateurs individuels dans nos chaumières et la démocratisation d'Internet ont largement participé à réaliser l'utopie technologique, à tel point que pour certains ça signifiait carrément la fin de l'histoire et des idéologies. La mise en réseau du globe sonna comme un aboutissement pour l'espèce humaine qui avait fini par maîtriser le temps et l'espace.
On peut communiquer avec n'importe qui, de n'importe où et quasi instantanément. On envoie des robots dans le cosmos et il y a des algorithmes qui gèrent l'économie mondiale. C'est un peu comme si on était arrivé au bout du jeu, quoi. On a complètement rationalisé l'humanité, donc bon bah maintenant c'est fini, il n'y a plus rien à faire. La centralité de l'ordinateur, du calcul et du réseau a fait basculer l'organisation sociale. Le discours des ingénieurs, hérité d'un optimisme technologique, est devenu la nouvelle doxa. Car c'est grâce à lui que l'on connaît la technologie, qu'on la manipule et la transforme. À partir de fils électriques et de métaux rares, l'ingénierie est en mesure de donner vie à des machines qui peuvent changer la face du monde. Évidemment, ça permet aux ingénieurs, aux fabricants de ces réseaux techniques, de prendre le pouvoir, tout simplement. De dire le politique est usé, on a un retour encore aujourd'hui à ce discours récurrent, le politique est usé, donc laissez la place à ceux qui savent, aux ingénieurs, qui savent réaliser ces grands réseaux techniques. Cette fascination pour la technique nous incite à penser que puisque la technologie est divine, elle peut faire des miracles. Et si la technologie fait des miracles, ben la Silicon Valley c'est un peu Dieu sur Terre finalement. Ils font tout ce qu'ils veulent, il n'y a aucune limite de thunes ou de pouvoir, donc bon, on est quand même pas loin d'un revival biblique version high-tech. Et s'ils arrivaient à faire des miracles? Cette région-là, elle était marquée par la conquête de l'Ouest, par l'idée de destinée manifeste, c'est-à-dire de mission un peu divine, qu'on retrouve aussi parfois dans les discours de la Silicon Valley, une tonalité un peu messianique. On parle aussi d'évangélistes quand on parle des penseurs de la Silicon Valley qui essaient de convertir aussi, le mot est important, les autres à leur vue. D'après Fabien Benoît, l'histoire politique de la Silicon Valley est une histoire américaine. C'est une histoire de conquête, de colonisation, de frontières à repousser, de monde à reconstruire ou de nouveaux mondes à bâtir. La question est de savoir de quel monde il s'agit. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Et oui, parce que si l'histoire américaine se fonde sur la Bible, on peut dire pour le moins que l'imaginaire de la rue vers l'or est tout autant présent. L'utopie de l'accès instantané à l'information et de la mise en réseau du monde s'est réalisée, du moins d'une certaine manière. On peut discuter entre nous sur les réseaux au lieu d'allumer la télé, on a accès à tout un tas de matos très chouettes, on peut bidouiller plein de trucs, et les technologies de pointe s'avèrent fort utiles dans le domaine de la santé, de l'énergie ou du transport. Et d'ailleurs tout ça peut exister sans le capitalisme. En réalité, c'est plutôt lui qui a besoin de l'État pour innover. La plupart des brevets déposés par Apple, il y a un financement public de l'armée américaine ou de différentes institutions de recherche. Mais c'est vrai pour la plupart des grandes innovations associées au numérique. Donc c'est important aussi de souligner ça, parce qu'on met beaucoup l'accent sur le mythe de la start-up, mais finalement cette start-up ne joue pas un rôle si important, elle joue un rôle en tout cas à un niveau extrêmement appliqué par rapport à l'innovation. Toutes les innovations fondamentales sont portées par les États. Le problème, c'est qu'en s'accaparant le mythe technologique, le capitalisme s'est non seulement justifié en tant que modèle progressiste, mais a renforcé l'idée que la technologie résout les problèmes sociaux, économiques ou environnementaux, permettant ainsi aux classes dominantes de gérer les désirs d'amélioration des conditions de vie de la population sans avoir à remettre leur place en question. I think it would be impossible to overstate this, is that the United States needs to, in every way, at every level, be working on machine learning and artificial intelligence, and that can be used in every part of government to improve the services that government provides to citizens. Thank you, Jeff. Very good. Parce que pour les technocrates au pouvoir, le monde se comprend comme une grosse machine sur laquelle il faudrait venir ajuster quelques rouages pour régler les problèmes. C'est pour ça qu'on nous parle tout le temps d'efficacité et d'optimisation. C'est typiquement un truc d'ingénieur qui provient du monde de l'entreprise et qu'il cherche à appliquer au champ social. Parce que s'il y a une crise démocratique, c'est une crise de l'efficacité. Sauf que c'est une vision du social qui éclipse le simple fait que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, que la société est traversée par des clivages et qu'elle ne peut pas se réduire à une question purement technique. En monopolisant l'idée de progrès, la technologie est devenue un moyen pour le capitalisme de mettre nos aspirations politiques de côté et d'enlever toute limite à son développement. Car si le progrès c'est la technologie, et que la technologie c'est le capitalisme, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il s'arrête ? Je pense que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est que la technologie prend de plus en plus la place qui était celle de la politique. Les citoyens ont de moins en moins confiance en leurs politiciens et en leur manque de représentativité. Ils ne leur font plus confiance pour résoudre les problèmes, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, de la santé, de l'obésité ou encore de la finance. Et pour tous ces problèmes, la technologie propose des solutions. Alors oui, le champ politique a été ringardisé et les États soumis aux dogmes néolibéraux. C'est clair que ça vend pas du rêve des types qui sortent des conneries de droite toutes les 5 minutes. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Du coup, forcément, les aspirations libertaires et l'héritage de la contre-culture ont donné aux entreprises de la Silicon Valley une image révolutionnaire, sinon sympathique.
Mais pourtant, elles aussi façonnent le travail, nos loisirs, nos lieux de vie et nos imaginaires en les pliant à des critères de rentabilité et de compétitivité. La Silicon Valley est en réalité le nouveau lieu de production théorique du capitalisme. Des théories qui s'appuient sur les technologies numériques pour concevoir de nouvelles méthodes de cybermanagement afin de nous rendre productifs partout et tout le temps et d'imposer un modèle économique fondé sur une exploitation généralisée des travailleurs aux quatre coins du globe. L'image du capitalisme a changé, mais les objectifs sont les mêmes. Et en s'appuyant sur l'aura sacrée de la technologie, la violence de ce système s'est transformée en loi naturelle et indépassable que l'on ne peut pas arrêter sous peine de l'effondrement de la société. Toute chose découle de la machine sacrée. Toute chose ayant sa place, tout passager dans sa voiture, toute eau qui coule, toute chaleur qui se répand est l'expression de la machine sacrée. Donc, et ce depuis l'origine, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. À croire que la supposée neutralité de la technique, comme de la science qui l'accompagne d'ailleurs, se sont finalement rangés du côté de l'exploitation, du contrôle et de l'ordre établi. Derrière les vertus de la rationalité et du progrès se cache finalement une banale lutte des classes. Du coup, je me dis qu'il serait peut-être judicieux de ne pas trop compter sur les innovations d'ingénieurs fortunés pour sauver notre peau et la planète, mais plutôt de se réapproprier la politique et l'espace de l'utopie qui sont, depuis trop longtemps, entre les mains d'un pouvoir autoritaire. Et comme ça, on pourra enfin voir la suite de l'histoire.